Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter de façon continue 24 heures sur 24 sur le site icietmaintenant.com ou bien sur le canal 9A de la RNT. C'est Morgane avec vous ce soir pour cette émission Santé et Spiritualité, et figurez-vous que ce soir pour la première fois j'ai le plaisir d'accueillir l'école française de géobiologie. Alors pour nous parler de cette école, j'ai le plaisir d'accueillir Igor et Bertrand. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Morgane, très bien. Bonsoir. Bien, très bien, je vais bien, merci d'être avec nous, ravi d'être en votre compagnie ce soir. Bonsoir. Bonsoir Morgane, merci de nous accueillir et puis d'accueillir l'école française de géobiologie. Merci pour votre présence. Alors justement, on va avoir le temps tout au long de cette émission de parler de l'école française de géobiologie, puisque vous êtes là pour nous en parler, vous représentez l'école. Mais avant toute chose, avant de nous dire qui vous êtes exactement, précisément, pouvez-vous nous expliquer ce terme qui pourrait être, sans doute pour certaines personnes, un terme qui n'ont pas encore entendu? Qu'est-ce que la géobiologie? Alors la géobiologie, on peut en donner une définition étymologique, c'est-à-dire qu'il contient trois termes: géo, qui représente la terre, bio, qui représente la vie, et logie, qui représente l'étude. Donc la géobiologie, ça va être l'étude de l'influence du lieu sur la vie, sur le vivant. Donc qu'il soit animal, végétal, humain. Et c'est un univers subtil que nous allons mettre en évidence pour y vivre en sécurité. De quand, oui, Igor Oui, je peux, pour préciser un petit peu cet environnement subtil dont parlait Bertrand. Quand on parle de géobiologie, on parle de détection d'ondes en fait. Cette notion d'onde est fondamentale parce qu'on va s'intéresser à tout ce qui va rayonner en fait, ondes, rayons, tout ce qui va rayonner et impacter la santé ou le bien-être en fait des personnes. C'est le cœur du métier de géobiologue. Quand on parle du mot onde, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément trop bien de quoi on parle, et les définitions qu'on peut entendre sur le sujet sont assez floues, on va dire. La définition physique est très simple. Qu'est-ce qu'une onde? C'est le déplacement d'une modification des propriétés physiques de l'environnement. Ça, c'est la définition qu'on peut trouver dans les manuels scolaires de seconde ou de première. Donc quelque chose de très basique. Et on va parler d'ondes, de différents types d'ondes. Vous avez des ondes qu'on appelle mécaniques, par exemple, qui sont comme le son, qui s'appuie sur un milieu solide ou matériel, on va dire, pour se propager. Et vous avez aussi des ondes qui sont très importantes pour nous, qui sont des ondes électromagnétiques, qui sont des ondes qui n'ont pas besoin de support matériel pour se propager, qui sont les ondes que vous utilisez, par exemple, pour émettre vos émissions de radio. Mais évidemment, c'est une gamme beaucoup plus large d'ondes qui vont rayonner et qui vont partir aussi bien de ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique basse fréquence, donc l'électricité qu'on utilise dans nos logements, qui vont rayonner des choses qui vont impacter la santé des gens, jusqu'au rayonnement hyper fréquence, voire même au-delà encore, quand on est sur des rayonnements beaucoup plus énergétiques, des rayonnements cosmiques qui eux aussi vont impacter potentiellement la santé des gens. Voilà. Donc tout ce spectre électromagnétique, c'est le domaine d'action et de détection du géobiologue. Depuis quand est-ce qu'on parle de géobiologie exactement? Alors la géobiologie puise vraiment ses racines, on va dire, dans l'histoire la plus profonde de l'humanité. Dès que l'homme est apparu, s'est posé les questions sur l'influence de son environnement et l'impact de son environnement sur évidemment sa santé, sur ce qu'il était. On va dire que, alors même effectivement dans les périodes de nomadisme, il y a très très longtemps, quand les hommes étaient des chasseurs et étaient nomades, ces problématiques-là ne se posaient pas avec la même acuité que lorsqu'il y a eu sédentarisation. Il y a eu sédentarisation, on va dire à l'époque du néolithique, il y a à peu près 8 à 9 000 ans. Et à partir du moment où les hommes se sont sédentarisés, où l'agriculture est apparue, se sont posés de façon plus prégnante et plus forte ce rôle de l'impact de l'environnement sur les lieux d'habitation et de stationnement. Alors, après, effectivement, on a des traditions très anciennes dans lesquelles on retrouve cette notion de géobiologie. Alors, bien sûr, quand on parle de ça, on va parler du Feng Shui en Chine, qui est très très ancien. On commence à évoquer ces notions de façon relativement structurée de Feng Shui environ 10 siècles avant Jésus-Christ en Chine.
Et petit à petit, aux alentours à peu près de la période chrétienne Jésus-Christ, on a commencé à parler de quelque chose qui s'appelait le Kan-Yu, qui veut dire la voie du ciel et la voie de la terre, et qui plus tard a évolué en devenant le Feng Shui en fait moderne, qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs dans toutes les diasporas chinoises du monde entier, on continue à pratiquer, les maîtres Feng Shui, les experts continuent à pratiquer et appliquer ces méthodes-là. On a aussi évidemment une tradition très ancienne, peut-être même encore plus ancienne en Inde, où on parle du Vastu Shastra, qui est en fait l'étude aussi de l'habitat, un peu le pendant, si vous voulez, indien du Feng Shui, qui apparaît, lui, dans ce qu'on appelle les textes védiques, en fait, qui sont des textes hindouistes sacrés, qui ont été rédigés à peu près une quinzaine de siècles avant Jésus-Christ, où là aussi on parle effectivement de l'influence du lieu sur la santé et la vie et le développement spirituel des gens qui vivent à l'intérieur. Alors après, bien sûr, il y a une modernisation, tout ça, c'est vraiment les racines en fait de la géobiologie. Et la géobiologie moderne, c'est quelque chose qui est apparu, on va dire, de façon plus prégnante et forte et structurée en Europe au milieu du XXe siècle, où là, il y a un certain nombre de chercheurs, de médecins, de météorologistes, de physiciens qui sont penchés sur ces influences et qui ont pu détecter et identifier notamment des réseaux, on appelle des réseaux géomagnétiques. Je pense notamment à Hartmann et à Curie pour les gens qui ont quelques notions de géobiologie. Mais voilà, des sortes de rayonnements qui viennent de la structure du globe et qui impactent aussi, notamment à leur lieu de croisement, comme des mailles en fait qui recouvrent l'ensemble de la planète et qui impactent la santé des gens qui se retrouvent au croisement de ces mailles énergétiques. Voilà. Ça, c'est la base du développement de la géobiologie moderne ici en Occident, telle que nous, on l'enseigne à l'École française de géobiologie et telle qu'on la pratique dans le réseau Géobios. Eh bien, merci Igor pour ces explications et pour ce rappel sur l'histoire de la géobiologie. Justement, pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec la géobiologie, votre parcours et nous en dire un peu plus? Peut-être Bertrand. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, pour ma part, j'ai 56 ans, donc la géobiologie est venue à moi à un moment, je dirais, de ma vie où j'ai fait un temps de pause professionnelle. Je travaillais dans le monde de l'assurance. Et la géobiologie est venue très naturellement à moi. Bon, c'est quelque chose que j'appréciais déjà par les visites de lieux sacrés, de lieux où on se trouve particulièrement bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se trouve aussi bien dans de tels lieux ? Bien probablement parce que nos anciens savaient et qu'ils faisaient les choses, je dirais, de manière très harmonieuse. Et pour moi, c'était une évidence d'aller, je dirais, étudier la géobiologie. D'autant plus que je connaissais une personne qui avait suivi l'enseignement de l'École française de géobiologie, donc je n'ai plus qu'à aller sur un salon. Et là, j'ai rencontré Alain de Luzan et on s'est tout de suite parlé, tout s'est très très bien passé, il n'y avait plus qu'à suivre le fil rouge. Et c'était quelque chose de vraiment très riche et sans aucune discontinuité. Pour moi, c'était un cercle vertueux, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous apporte une compréhension profonde de la vie et donc qui vous emmène vers un mieux-être et un toujours mieux. Et vers une compréhension plus profonde de la vie, de la nature. La géobiologie peut se lire dans les arbres, par exemple, parce qu'eux ne peuvent pas se déplacer, donc suivant l'endroit où ils se trouvent, ils peuvent être soit atrophiés, se séparer en deux, ou alors, parce qu'ils sont sur un lieu positif, être d'une envergure et d'une structure absolument magnifique. Donc tout ça, ça a été véritablement, je retiendrai ce mot de cercle vertueux qui vous pousse à découvrir plein de choses, à voir les choses autrement et à revenir vers des fondamentaux de vie. Igor ? Alors pour ma part, oui, donc j'ai 53 ans, je suis un peu plus jeune que Bertrand de quelques années. J'ai été formé à l'École française de géobiologie il y a 5 ans maintenant, donc je suis géobiologue depuis à peu près la même période. Depuis 4 ans, et formateur depuis 3 ans à l'École française de géobiologie. J'ai un passé relativement académique, on va dire, en termes de métier. J'étais ingénieur informatique et consultant informatique de métier pendant un certain nombre d'années. Et à la suite d'accidents de vie, en fait, c'est souvent le cas pour les gens qui viennent se former à l'École française de géobiologie. On est amené à se poser des questions sur sa place dans la vie, sur sa place
de façon générale et sur sa place chez soi. Voilà, la notion de géobiologie est fondamentalement liée à la notion de place. Quelle est sa place ? Et cette question, effectivement, est apparue suite à cet accident de vie dont je parlais, ce bousculement des références traditionnelles. On est amené à se poser des questions par rapport à ça, et puis la vie utilise ce qu'on appelle des synchronicités pour vous mettre en rapport et en relation avec ce que vous cherchez. Et en fait, j'ai été amené, donc ma formation étant technique, on va dire, de base, naturellement, j'ai été amené à me tourner en fait vers une école qui proposait une approche relativement technique, en tout cas de la géobiologie, ce qui est le cas de l'École française de géobiologie. Et naturellement, ce côté-là de présentation m'a convaincu d'aller voir, d'essayer de voir ce qu'il y avait derrière en fait cette chose-là qui me parlait évidemment objectivement, mais qui m'interpellait de manière plus intuitive en fait. Voilà, donc j'ai plongé dedans et une formation à l'École française de géobiologie, c'est quelque chose qui bouleverse votre vision du monde dans lequel vous êtes. Parce que vous travaillez avec on parlait du subtil tout à l'heure, avec des énergies que vous ne voyez pas, mais que vous apprenez à détecter et à sentir physiquement. Et à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes capable de détecter avec votre corps, par votre sensation, par les qualités, par l'intelligence du corps, physique et énergétique, vous comprenez que là, il y a bien autre chose que simplement ce que nos yeux nous montrent, et vous changez d'univers. En fait, c'est ce qui se passe. Voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai mis donc les pieds dans la géobiologie, les 2 pieds, et je pense que je n'en sortirai plus jamais. Eh bien, voilà, vous nous avez parlé de ces énergies qu'on ne voit pas, mais qu'on arrive à détecter. Comment est-ce qu'on a réussi et comment est-ce qu'on arrive à justement détecter ces différentes énergies et ces ondes ? Alors en fait, c'est tout l'enjeu de la formation de l'École française de géobiologie. Vous vous rendez compte quand vous allez voir de ce côté-là un petit peu, que vous testez les formations, que vous commencez une formation, que nous sommes tous êtres humains structurés pour pouvoir détecter en fait ces choses-là. Vous savez qu'auparavant, j'en ai pas fait mention dans l'historique de la géobiologie, mais c'est une part importante du développement, parce que c'est vraiment les ancêtres de la géobiologie moderne, ce sont eux, je parle des sourciers. Les gens qui trouvaient des sources auparavant, qui permettaient d'alimenter des foyers, des villages, des petites villes. Il n'y avait pas d'eau d'adduction à l'époque, et donc effectivement on comptait sur les sourciers. À l'époque, le don, entre guillemets, se transmettait, évidemment pour des raisons sociales, il fallait protéger son rôle social, se transmettait de père en fils, ou en général c'était de père en fils, et les choses se perpétuaient comme ça. Mais on découvre en faisant cette formation-là que tout le monde, y compris vous, Morgane, nous sommes capables de trouver effectivement des veines d'eau souterraines, de trouver des failles, de trouver des réseaux, si tant est qu'on ait la bonne formation et la bonne clé d'accès à ce monde-là. Voilà. Donc on montre simplement, on remet les gens, on va dire les personnes, en rapport avec le monde dans lequel on est de façon beaucoup plus directe qu'en passant par le mental que l'on utilise en fait beaucoup trop dans nos sociétés. Voilà. Donc c'est juste rappeler des choses fondamentales qui sont en nous, mais que nous n'utilisons pas ou mal. Voilà. À ce sujet, j'ai une petite anecdote de tourisme. Il y a un village magnifique qui s'appelle Cordes-sur-Ciel, qui est à côté d'Albi, et qui est sur un piton rocheux, village médiéval, fortifié. C'est une splendeur, il est resté vraiment dans son intégrité médiévale. Et sur la place du village, tout en haut, il y a un puits. Alors vous pouvez mettre une pièce dans un appareil qui éclaire le puits. Et ce puits fait à peu près 120 mètres de profondeur. Il est droit comme un i, ils ont dû casser 30 mètres de roche et ensuite maçonner pour arriver jusqu'à l'eau 120 mètres plus bas. En discutant avec quelqu'un, et ils avaient fait l'expérience, il y a 6 mètres d'eau au fond du puits. Quand on vide l'eau, le lendemain, il y a de nouveau 6 mètres d'eau. Le système, je dirais, depuis le Moyen-Âge, fonctionne parfaitement. Et des gens ont été capables de détecter avec une telle précision. Parce que là, il fallait prendre des pioches derrière, et 30 mètres de roche, je pense que c'est quelque chose à casser à la pioche. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait, absolument. Justement, c'est un sujet assez intéressant. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses à dire sans doute. Heureusement, on a un peu le temps, enfin on a toujours le temps avant la fin de cette émission pour en savoir plus. Mais tout d'abord, Bertrand, vous nous avez parlé de votre rencontre avec
Alain de Luzan, c'est là que vous avez vraiment été le plus inspiré par rapport à la géobiologie. Pouvez-vous nous dire qui est Alain de Luzan, s'il vous plaît? Alors Alain de Luzan est le patron de l'École française de géobiologie qu'il a fondée. C'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que c'est quelqu'un, je dirais, qui pratique la géobiologie depuis 30 ans. Il a une expérience considérable. Il a réalisé largement plus de 2000 expertises géobiologiques, donc c'est quelqu'un qui a véritablement une expérience concrète, qui a aussi des connaissances incroyables. C'est un érudit avec une vision très très large des choses. Moi, quand on a la chance de pouvoir discuter avec lui, il me fait penser aux encyclopédistes du XVIIIe siècle, par, je dirais, l'étendue de son savoir et en même temps le recul qu'il a su prendre par rapport à toutes ses connaissances et les liens, les ponts qu'il a pu créer entre ses connaissances. Il a vraiment une vision très large. Igor va vous parler de son parcours. Et je crois que cette vision, elle se résume très bien, pour autant que ce soit un résumé, dans le livre qu'il a écrit, qui s'appelle Votre santé en lieu sûr, livre qui en est rendu à la 4e édition, qui fait 400 pages. C'est une thèse et une synthèse sur le sujet, vraiment remarquable. Et c'est quelqu'un qui partage. Donc toute son expérience, il la délivre. Il n'y a pas de cachotterie et c'est vraiment quelque chose de formidable. Et de pouvoir le rencontrer pour un ouvrage, je dirais, aussi sur un thème aussi pointu que la géobiologie. C'est un ouvrage qui a été édité à 12 000 exemplaires, à plus de 12 000 exemplaires. Donc c'est dire qu'il en est à sa 4e édition, donc il a eu le temps, je dirais, de passer et de repasser sur le métier, son ouvrage. Et vraiment, c'est un accès extraordinaire à cette discipline avec une expérience qui est disponible et vraiment partagée. Igor, si tu veux parler de son parcours. Pour compléter effectivement les choses par rapport à ce que disait Bertrand, Alain de Luzan, c'est vraiment un des pionniers en France et probablement en Europe de la géobiologie moderne, vraiment. Effectivement, c'est quelqu'un qui travaille depuis 30 ans maintenant sur le sujet, qui a un parcours à la fois académique, brillant, même, et puis relativement atypique de par sa personnalité. C'est quelqu'un qui a dès le départ une sensibilité manifestement particulière, un niveau de conscience particulier. Il a suivi un parcours académique, comme je disais, avec des études à la fois de technique, donc d'ingénieur système, et à la fois commercial aussi, en faisant l'école supérieure de commerce de Bordeaux. Il a travaillé pendant de longues années dans différentes entreprises, Renéo Vickers, également Saint-Gobain, pardon, le mot m'échappait, dans la branche bois-papier, voilà, où il est devenu directeur marketing de cette branche-là. Et puis un jour, en fait, il y a eu une rencontre. Il y a une rencontre avec un livre, en fait, qui est un livre écrit par Rémi Alexandre en 1982, qui s'appelle « Votre lit est-il à la bonne place ?» Et en fait, ça a été une révélation pour lui, vraiment quelque chose qui lui faisait, comme j'évoquais tout à l'heure un petit peu lors de la formation, un changement d'univers, un changement de monde. C'est quelque chose qui l'a complètement transformé. Il s'est dit, voilà, ce que je sentais ou les choses dont j'avais un petit peu l'intuition sans les mentaliser, tout d'un coup prenait corps en fait pour lui et donnait un sens en fait à beaucoup de choses dans sa vie. Et à partir de là, ça a été vraiment le début de son intérêt, de son travail de fond pour la géobiologie. Alors après, il a commencé après des formations, il a suivi de nombreuses formations en Europe. Il a commencé à enseigner la géobiologie en France. Ensuite, il a créé le groupe Géobios il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, c'est ce qui est devenu effectivement l'École française de géobiologie d'un côté. Mais en fait, tout ça fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Géobios, où on a aussi, en dehors de l'école, un institut de recherche qui s'appelle l'IRGB, l'Institut de recherche en géobiologie et bioénergie. Et également le réseau Géobios, qui est le réseau en fait de tous les experts qui ont été formés à l'École française de géobiologie. Donc c'est vraiment un parcours à la fois académique et à la fois atypique, mais Alain de Luzan est vraiment un pionnier dans la géobiologie. Il a trouvé des choses, des corrélations entre différents phénomènes, notamment telluriques, par exemple, la correspondance entre ce qu'on appelle nous en géobiologie les failles, qui sont
plutôt d'un point de vue géologique, des discontinuités géologiques, la corrélation entre les rayonnements ionisants qui sortaient de la Terre, issus de l'activité radioactive de la Terre, et des phénomènes de cancérisation, par exemple. Donc il y a vraiment des choses très concrètes qui ont été trouvées et qui sont des choses pionnières dans le développement de la géobiologie en France. Alors justement, on va pendant la page promotionnelle savoir les informations nécessaires pour retrouver le livre de Alain de Luzon. Mais vous avez parlé de ce qui en était en France, mais à l'international, dans les autres pays. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a plus d'avancées et de connaissances de la géobiologie ou bien est-ce que c'est au même niveau que la France? Comment est-ce que ça se passe exactement? Alors en fait, la géobiologie est un monde relativement vaste, on va dire, et assez hétérogène. Il y a plein de géobiologies différentes, et il y a plein de façons de faire de la géobiologie. On va dire que chaque pays a un petit peu son école. Alors vous avez une école un peu plus, pour faire bref en fait, vous avez une école un peu plus technique qui est l'école allemande, où on va utiliser plus d'appareils électroniques pour essayer d'objectiver les phénomènes qu'on trouve. Donc il y a des machines qui ont été développées. Bon, voilà, l'approche c'est vraiment spécifiquement technique. Vous avez une approche anglaise qui est un peu différente, qui met l'option ou l'orientation plus sur certains réseaux, sur certaines façons de faire. Vous avez l'école russe qui est très en pointe et en avance sur tout ce qui est électromagnétique, par exemple. Donc un peu partout, vous voyez, les choses ont avancé, mais sur des secteurs un petit peu différents et en applications un petit peu différentes. Voilà, plus pour la santé, plus on a des écoles aussi, par exemple en Europe, sur ce qu'on appelle la géobiologie sacrée. Bertrand évoquait un petit peu tout à l'heure les cathédrales ou les édifices sacrés. C'est aussi un des domaines d'application de la géobiologie. Vous avez quelque chose de plus technique, vous avez des choses qui sont plus adaptées à la santé. Donc il y a plein de façons de faire différentes et un peu, chaque pays, on va dire, pour répondre à votre question, a un petit peu sa sensibilité différente et son approche différente. Voilà.